Aujourd'hui, 31 mai, une journée déclarée, journée sans tabac pour l'Organisation mondiale de la santé. Une tradition vieille de 28 ans, pourtant le tabac continue de faire des dégâts. 6 millions de personnes en sont victimes dans le monde. Nous parlerons aussi dans ce journal des affrontements du 13 mai dernier dans les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa, violences entre étudiants et agressions d'enseignants. Les responsables des 5 universités du pays ont dénoncé ces actes de vandalisme au cours d'un point de presse. Et puis également dans ce journal, on se rendra en Tunisie où des manifestants en colère réclament la loi islamiste contre Amina, une jeune activiste tunisienne de 18 ans, jugée pour avoir été à l'origine de violences dans le pays. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Une journée déclarée sans tabac par l'Organisation mondiale de la santé. La tradition est vieille de 18 ans, pourtant le tabac continue de faire des dégâts. 6 millions de personnes en sont victimes dans le monde et en Côte d'Ivoire, ce sont 4 420 000 personnes qui subissent aussi les affres du tabac. Le slogan cette année, interdiction à la publicité, à la promotion et au parrainage des produits du tabac. Reportage. Au service pneumologie du CHU de Cocody, les victimes du tabagisme en comptent par dizaines. Et Barthélémy Zaoui fait malheureusement partie de ces victimes. Le sexagénaire séjourne ici depuis peu. Il souffre d'une tuberculose aiguë contractée après avoir passé 35 années de sa vie à fumer. J'ai laissé la cigarette, bon, ça vaut 4 ans ou 3 ans. J'ai la toux. C'est la toux qui m'a amené ici. Je suis parti à l'hôpital à Gamé. On dit que c'est respiro. 6 millions de personnes dans le monde sont victimes du tabagisme, dont 600 000 sont des fumeurs passifs. En Côte d'Ivoire, la situation n'est pas moins dramatique. 4 420 000 personnes en souffrent. Des chiffres qui font peur et les conséquences ne sont pas négligeables. Sachez que le patient qui fume peut s'exposer à des infections respiratoires. Il y a aussi des complications à long terme qui vont détruire le poumon, qu'on appelle particulièrement les bronchopneumopathies chroniques obstructives. La pathologie la plus grave, la plus redoutée. Le cancer du poumon qui guette tout fumeur. Les actions pour freiner le tabagisme se multiplient. En Côte d'Ivoire, le ton est donné à travers le décret d'interdiction de fumer dans les espaces publics. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac ce 31 mai, l'accent est mis sur l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac. Et puis, en prélude à la journée sans tabac, qui, rappelons-le, est célébrée ce 31 mai, la rédaction de RTI2 a reçu hier le professeur Alexandre Boko, pneumologue et président de l'ONG Sauvons nos poumons. Il a rappelé les dangers liés au tabagisme. Un extrait. Lorsque vous inhalez la cigarette, la fumée de la cigarette, c'est plus de 4000 éléments que vous inhalez. Parce que la fumée de la cigarette contient suffisamment de substances nocives. Alors donc vous inhalez ces substances qui vont arriver au niveau de la muqueuse bronchique, donc au niveau du poumon. Et ces substances vont détruire localement le poumon. Et certaines substances vont passer dans le sang et vont toucher les autres organes. Ceux qui fument sont déjà dépendants le plus souvent. Je pense que la meilleure façon de lutter, c'est de prévenir. Mais pour ceux qui fument, il existe bien des méthodes d'arrêt, qu'on appelle les méthodes d'aide au sévrage tabagique, et des médicaments qui permettent de ne plus avoir envie de fumer. C'est un fléau qu'il faut combattre. Il faut une mobilisation de toute la population, y compris nos gouvernants. Il existe encore des lois et il y a eu une convention cadre qui a été signée par la Côte d'Ivoire, je crois ratifiée. Nous sommes au projet des lois. Mais cette convention va permettre certaines choses. Vous voyez, aujourd'hui, cette année, le thème, c'est interdire la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac. Donc, je pense que si nos autorités prennent les mesures qu'il le faut, ça va réduire le tabagisme. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que vous voyez les panneaux à perte de vue qui parlent du tabac. Vous voyez qu'on peut vendre même la cigarette, je dirais par unité, aux enfants. Un enfant de 2 ans peut aller acheter la cigarette et personne ne dira mot. Alors qu'il faut prendre des mesures pour éviter que les enfants s'adonnent. Parce que tout commence au niveau de l'adolescence. Et donc, c'est là qu'il faut. En bref, la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement des pays africains démarre demain 1er juin.
Et en prélude à cela, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Yokohama hier, où il rencontre aujourd'hui même le Premier ministre nippon Shinzo Abe et la communauté ivoirienne. On se souvient encore des affrontements du 13 mai dernier dans les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa, violences entre étudiants, agressions d'enseignants. Pour les responsables des 5 universités publiques de Côte d'Ivoire, le départ nouveau ne saurait être effectif avec de tels agissements. Ils ont dénoncé ces actes de vandalisme au cours d'un point de presse. Reportage Ami Koulibaly Konga. Les récurrents affrontements dans les universités publiques ont fait plusieurs blessés graves et fragilisé l'environnement universitaire. Une situation que dénoncent les responsables des dites universités. Nous, responsables des institutions d'enseignement supérieur public, condamnons fermement la résurgence de ces violences sur les campus. Exprimons notre compassion et notre soutien au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Appelons les étudiants à faire preuve de conscience, à cesser toute violence, à épouser et à s'approprier l'esprit et la lettre du départ nouveau, car le sacrifice consenti continuellement par le chef de l'État et la nation tout entière pour leur formation est sans précédent en Côte d'Ivoire et sans pareil en Afrique subsaharienne. Pour coller avec l'esprit du départ nouveau prôné depuis la réouverture des universités en 2012, les présidents des universités et grandes écoles publiques ivoiriennes entendent faire preuve de fermeté en renforçant la sécurité. En outre, ils invitent les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Pendant que la violence ressurgit sur les campus en Côte d'Ivoire, les enseignants des pays ouest-africains, eux, sont en formation à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, les TIC, un apprentissage qui vient à point nommé quand on sait qu'en Afrique, l'outil informatique reste encore peu connu. L'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie veulent ainsi rehausser le niveau de connaissance des formateurs des générations futures des pays d'Afrique de l'Ouest. On reste avec Ami Koulibaly Konga. L'amélioration de la qualité du système éducatif sous-régional fait partie des préoccupations de l'Institut international de l'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, d'où une formation sur la gestion des institutions de formation des enseignants. Pour devenir gestionnaire d'établissement, chef d'établissement, directeur, proviseur, il n'y a pas d'école. C'est en général les enseignants qui sont promus et qui sont obligés d'apprendre le métier de gestionnaire sur le tas. Et cela a quelquefois un impact sur la gestion de l'établissement qu'ils ont en charge, mais également la qualité de l'enseignement qui est dispensé et la qualité de l'encadrement dispensé aux élèves. Les participants ont bénéficié des connaissances dans plusieurs domaines, la gestion financière, la gestion du personnel, l'utilisation des TIC entre autres. Des connaissances qu'ils partageront avec les enseignants des institutions de formation de leur pays. Actuellement au Mali, en tout cas, l'éducation a eu des problèmes au niveau dans les 3 capitales du Nord, telles que Gao, Tombouctou et Kidal. L'éducation qui avait un peu été interrompue par la guerre a repris. À notre retour, on va essayer de les outiller pour qu'ils puissent alors prendre en charge la bonne formation des instituts de formation au niveau de notre pays. 13 pays ont participé à cet atelier, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Togo. Toujours en éducation, pendant que les enseignants se forment, les établissements scolaires, eux, continuent d'être construits à travers le pays. Et comment faire en sorte que les hameaux et contrées les plus reculées du pays disposent d'au moins une école? La problématique était à l'ordre du jour au cours des assises de la Commission nationale de la carte scolaire. La carte scolaire, un outil indispensable pour une répartition équitable des établissements scolaires sur le territoire national. C'était hier en présence du ministre de tutelle, Kandia Camara. Reportage. La planification des infrastructures scolaires face aux défis du nouveau découpage administratif ne sera peut-être plus une équation difficile à résoudre pour les acteurs du système éducatif d'ici à 2015.
C'est du moins ce qui ressort des assises de la Commission nationale de la carte scolaire. L'objectif est de permettre une répartition équitable des groupes scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de faire correspondre l'offre à la demande éducative telle qu'énoncée dans le plan national de développement. Pour nous résumer, nous dirons que ce thème vise à montrer comment, à travers la carte scolaire, la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques du ministère dont j'ai la charge contribue au changement et à l'évolution du système éducatif, autant sur le plan institutionnel que dans la pratique des objectifs de construction scolaire. Pour y arriver, la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques a mis à la disposition des acteurs de l'éducation nationale un nouvel outil, le système d'information géographique. C'est un système qui a été développé pendant 6 mois au niveau du CNTG et ça en collaboration avec la DPES, la direction de la planification, et faire doter en cette direction des moyens et des outils qui leur permettent de faire la prospective, donc planification des écoles, combien d'écoles il faut construire. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la politique de scolarisation totale de la Côte d'Ivoire. À l'issue de ces travaux, les résultats attendus sont entre autres l'adoption des mesures de carte scolaire 2013 et les demandes de création ou d'extension d'établissements scolaires. Et puis, sachez-le, les résultats des élections municipales de la commune d'Anyama ont été annulés par la Chambre administrative. Raison évoquée, Amadou Silla, déclaré vainqueur au soir du 21 avril dernier, aurait utilisé des images du président de la République pour sa campagne. On part maintenant à Boribana, un quartier d'Atekoubé où les habitations et le cadre de vie sont dans un état de précarité très avancé. En plus, les coupures d'eau et d'électricité jalonnent le quotidien des familles qui y vivent. En ce début de saison pluvieuse, le danger d'inondation plane sur ces habitations, pour la plupart en bois. Pourtant, les populations, elles, ne semblent pas du tout inquiétées. Hamza Diaby y a fait un tour. Des chèvres, un troupeau de bœufs, des hommes à bord d'une pinasse et des enfants qui jouent au bord de l'eau. Des images qui donnent l'allure d'un petit village paisible. Que non, nous sommes dans le sous-quartier Séfi de Boribana, à Atekoubé. Un lieu qui rime avec toutes les normes de la précarité, mais où les habitants disent trouver leur compte. Comme nous, ici, on ne paye pas maison d'abord. Son côté là-bas, maison coûte là-bas 10 000. C'est 10 000, 10 000. C'est rentrer coucher. Ce n'est pas les chambres salon. On s'en prend l'eau à côté là. Si dans l'entendement des locataires de Séfi Boribana, le coût de la vie ici est supportable, on n'hésite tout de même pas à partager ses difficultés avec les visiteurs. Chaque 3 semaines, le courant se coupe. Il n'y a pas l'eau chez nous ici. C'est le problème qu'elle a. On souffre ici. Quand il pleut là, ça rentre chez nous. Et puis il y a l'odeur là qui nous fatigue aussi. Souvent le courant coupe ici, souvent il n'y a pas l'eau. Bon, maintenant on a plus de l'eau, mais ça va un peu maintenant. Avant, on pouvait en puits là-bas. Souvent l'eau reste ici 2 jours, 3 jours. Après ça passe. La population de Boribana et le grand nombre de problèmes auxquels elle est confrontée, c'est peut-être une histoire d'amour, puisque ses habitants vivent là depuis 30 ans pour certains et 40 ans pour d'autres, et n'envisagent nullement de partir de là maintenant. Un tour à l'étranger, on commence par la Tunisie où des manifestants en colère réclament la loi islamiste contre Amina. Amina, cette jeune activiste tunisienne de 18 ans, jugée pour avoir été à l'origine de violences dans le pays. Aux abords du tribunal de Kérouan, un imposant dispositif de sécurité pour tenter de maîtriser des centaines de manifestants en colère. Parmi eux, des militants salafistes djihadistes du groupe Ansar Sharia. Ils réclament l'application de la loi islamique contre Amina, une activiste tunisienne jugée pour port d'un spray lacrymogène. Les habitants de la ville se sont constitués partie civile dans ce procès en référé. Le référé n'était pas à la hauteur du crime. Le crime de cette jeune fille qui a été à l'origine des violences et de tirs de gaz lacrymogène. Les habitants de Kérouan ont été directement offensés avec l'arrivée de cette fille. Ces accusations sont rejetées par l'avocate de l'activiste tunisienne. Ce qui est en cause ici, c'est tout autre chose. Cela n'a rien à voir avec la moralité publique ou encore avec une attaque contre le cimetière. C'est tout autre chose. Amina Sboui, alias Tyler, a 18 ans. La jeune fille a été arrêtée il y a 2 semaines
pour avoir peint Femen sur un muret proche d'un cimetière à Kérouan. Mercredi à Tunis, 3 Européennes militantes du mouvement féministe Femen ont exhibé leurs seins nus pour réclamer la libération de l'activiste tunisienne. Elles ont échappé de justesse au lynchage grâce à l'intervention des forces de l'ordre qui les ont arrêtées. Avant de refermer ce journal, sachez qu'en France, le premier mariage homosexuel a été célébré à la mairie de Montpellier. C'était en présence de 200 journalistes. Vincent et Bruno se sont dit oui. Le premier mariage homosexuel en France a été célébré mercredi dans la mairie de Montpellier. Les deux hommes ont échangé leur consentement devant le portrait du président Hollande qui avait fait de la loi sur le mariage pour tous une promesse de campagne. Tel un couple princier, ils se sont ensuite embrassés sur le balcon de la mairie sous les vivates des anonymes. Avant de sceller leur union, Vincent Autain et Bruno Boileau avaient dû se frayer un passage dans la cohue, les applaudissements l'emportant sur les huées. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle au programme de RTI 2. L'info continue sur notre site internet www.rti.ci.